2024. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Il fait froid un petit peu partout en France, il neige mercredi 14 décembre. Vous avez entendu Rémi André qui est avec nous. Oui, non, il fait froid, non? Vous n'avez pas froid? Si. Et ce soir, il y a foot, évidemment, on va en parler. On va parler du Qatargate, ce scandale donc au Parlement européen. Adrien Quatennens condamné à 4 mois avec sursis, il refuse de démissionner. Il accuse Darmanin d'avoir orchestré les fuites concernant ses SMS et son divorce. Gérald Darmanin, ce matin, a annoncé qu'il allait porter plainte pour diffamation. Tous ces sujets avec aujourd'hui Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour. Alexis. Clément Tougeron, analyste politique, communicant au sein du cabinet Tilder. Bonjour. Et Lucas Jakubowicz, bonjour. Vous avez un petit moment, vous étiez dans vos montagnes Non, je vais être tranquillement à Paris. Journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Rédacteur en chef aujourd'hui, oui. Tout seul, non? Voilà. Oui. Les fiches n'ont pas été mises à jour. Et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous, qui est aux éditions, qui est paru aux éditions Arquet, qu'on peut toujours trouver, que je conseille. C'est un très bon livre sur la relation des politiques et des animaux. En tout bien, tout honneur, je précise. C'est-à-dire? C'est relations. Oui, relations, mais oui, non, mais vous. On l'avait compris. On l'avait compris. J'ai même pas pensé une seconde. Non, mais la relation aux animaux des politiques. Et c'est intéressant de voir que les dictateurs ont leur propre zoo, aiment les animaux féroces. Hitler aimait beaucoup les chiens. Voilà. Et les chats sont plus de droite, et les chiens de gauche, c'est ça? Globalement, voilà. Ah bon? Oui. Non, c'est vachement marrant. J'ai pensé le contraire, moi. Non, Marine Le Pen, elle aime les chats. Il y a tout un tas d'exemples. Comme quoi, on a parfois des préjugés. Voilà. Non, c'est formidable. Un animal pour les gouverner tous. Jolie idée si vous cherchez des cadeaux de Noël, jolie idée de cadeau de Noël. On commence notre tour de table avec qui on va commencer avec vous, Alexis. C'est un peu. Oui. Alors, je voulais faire un coup de gueule, sur l'exosquelette de François Patria. Vous voulez qu'on l'écoute, François Patria? Oui. Il est sénateur, donc Renaissance, et on l'écoute. Moi, mon voisin à l'époque dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait: je n'en peux plus. Je ne peux plus monter sur les toits comme ça. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes, ils sont équipés de matériaux. Mais aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. Alors voilà, c'est pénible d'écouter un sénateur qui raconte n'importe quoi. C'est quoi un exosquelette? Un exosquelette, c'est une sorte d'armature sur vous qui permet d'alléger la charge, de vous aider à porter des choses. Et ça existe effectivement, mais ils sont très rares. On en trouve dans les entrepôts de maintenance. Mais couvreurs, déménageurs, vous pouvez demander, ils n'en ont pas. Et les seuls exosquelettes qui existent, c'est peut-être les ceintures de maintien une fois que vous avez le dos cassé, ou le déambulateur à partir d'un certain âge, pour pouvoir marcher avec votre exosquelette. Donc c'est proprement incroyable de voir que il sort ça avec un aplomb phénoménal. Je ne sais pas la dernière fois qu'il a vu des couvreurs ou des déménageurs. On a l'impression que les macronistes vivent dans un monde qui n'existe pas. Une sorte de France rêvée où les gens se lèvent le matin, sont heureux d'aller au travail jusqu'à plus de 65 ans avec leur exosquelette, où les SDF vivent dans des tentes chauffées, bien sûr, qui sont à plusieurs pièces, et où finalement tout le monde serait d'accord avec les politiques formidable pour des gens qui vont bien. La pénibilité du travail, rappelez-vous, c'est Emmanuel Macron qui disait: j'aime pas trop ce terme pénibilité parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. Il faut rappeler que la France détient un sinistre record, c'est celui des accidents au travail. Et malheureusement, il y a des campagnes de prévention, plein de choses, mais c'est un déni volontaire de ne pas voir la difficulté, la pénibilité du travail dans cette réforme des retraites qui va arriver. Alors les syndicats, il y avait Philippe Martinez qui était ici ce matin, sont en ordre de bataille et vont essayer
voilà, de faire tout ce qui est possible pour limiter la casse de cette contre-réforme. Mais globalement, on peut pas dire à un couvreur qui va travailler jusqu'à 65 ans parce qu'il a un exosquelette qui n'existe pas. Donc voilà, juste un merveilleux coup de gueule pour ces gens qui, je pense, sont trop loin des réalités du travail, tout simplement, et qui devraient la fermer de temps en temps. Voilà. C'était assez, vous l'avez tous noté, j'imagine. Oui, c'est toujours très étonnant en termes de communication. C'est d'autant plus étonnant que, si vous voulez, Patria, en plus, c'est censé être l'aile gauche de la Macronie, donc on peut se poser la question, quelle est l'aile droite? Est-ce que ça doit être du côté de l'aile droite sur ce type de questions? Mais c'est plutôt un élu qui quand même a de l'expérience, qui a 40 ans de vie politique, qui a été président d'un conseil régional, qui a été député, qui est plutôt un élu de terrain à l'origine, donc qui puisse tenir des propos qui sont aussi déphasés. Enfin, en tout cas, si c'est leurs éléments de langage pour faire adhérer l'opinion publique à une réforme à laquelle l'opinion publique est loin d'adhérer, je crois qu'ils sont plutôt mal partis. Voilà. Alors on a un auditeur qui nous dit mais il y a un exosquelette pour les sénateurs, c'est McKinsey. Voilà. Ouais, petite réflexion. On continue, moi que vous ayez non, parce que c'est plutôt eux qui, en l'occurrence, ont mis sur la table les rapports. Là, il faut saluer le travail du Sénat, oui, en effet. Je ne résiste pas quand même à cette information que vous m'avez donnée et qui m'avait échappé, c'est que la raclette est mauvaise pour le climat. Oui, alors ça, c'était le deuxième coup de gueule. Faut-il interdire la raclette pour sauver le climat? Oui, on en est là. Ouais, parce qu'à la fois faire le fromage pour la raclette, c'est ça, c'est le fromage parce que les vaches pètent, émettent du méthane, et donc c'est très mauvais. Et ensuite, brancher l'appareil à raclette, ça pourrait faire péter une centrale. Donc non, c'est proprement incroyable, on en est là. 2,5 kg de CO2 par personne, donc ça a été détaillé, voilà. Donc il y a des gens quand même qui n'ont rien à foutre de la journée. Des puissances de 500 à 2000 watts pour les plus gros appareils à raclette, donc ça représenterait seulement 1% des rejets de gaz, mais le problème, c'est le fromage. Le problème, c'est le fromage. C'est le fromage. Donc on va plus pouvoir manger de raclette. On peut faire une raclette en carton. Oui. Ou vous connaissez la raclette végane. Il y a quoi dedans? Vous prenez une pomme de terre. Vous prenez une pomme de terre, vous la faites bouillir, et c'est tout. Et c'est prêt. Voilà. Merci Valérie pour ce tuto pour nous mettre un peu de bonne humeur. Avec le couvercle, pour pas trop chauffer l'eau. Puisqu'on parle de chaud, Lucas, c'est un coup de gueule que je fais régulièrement, mais une fois de plus, ça fait pas de mal. Donc mon coup de gueule à moi. Et mon coup de gueule va porter sur un fait divers qui a été très peu commenté à mon grand étonnement et qui s'est passé à Neuilly-sur-Seine la semaine dernière. Alors c'est pas ça. Dans la nuit du 7 au 8 décembre pour être plus précis, le gaz a été coupé dans la moitié de Neuilly-sur-Seine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, actuellement, il y a des négociations entre la direction de GRDF et les syndicats pour des augmentations de salaire. Un accord a été trouvé. Apparemment, il va y avoir une augmentation de salaire de 2,4%, peut-être 2,8% avec d'éventuelles primes. Tous les syndicats ont dit banco, tous sauf la CGT. Et donc, des militants CGT en colère ont fait une action un peu étrange. Ils ont coupé le gaz à Neuilly-sur-Seine. Et donc, alors que les températures étaient à 3 degrés, 1200 foyers, près de 10 000 personnes ont été privées de gaz, donc de chauffage, d'eau chaude, pendant environ 2 jours. Pourquoi Neuilly? J'imagine que pour ces néandertaliens, Neuilly, c'est la ville des riches ou des nantis qu'il faut punir. Après, la question, qui est le plus nanti? Est-ce que c'est un syndicaliste CGT ou un habitant de Neuilly? La question se pose. Mais toujours est-il qu'on a eu des hôpitaux, des maisons de retraite, des personnes âgées, des enfants en bas âge qui, pendant 2 jours, ont été privés d'eau chaude et d'électricité. Donc gros coup de gueule, parce que là on est vraiment dans le dévoiement du droit de grève, on est dans des méthodes qui rappellent quand même, c'est un parallèle, mais Vladimir Poutine qui pour faire avancer ses objectifs politiques utilise l'arme énergétique, là c'est exactement la même chose, donc je trouve que c'est un précédent qui est assez dangereux, mais dans ce coup de gueule il y a quand même un petit coup de cœur, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une solidarité assez admirable de la part des habitants de Neuilly, parce qu'une partie de la ville avait encore du gaz et du chauffage, et donc il y a eu toutes des groupes Facebook, des groupes d'entraide pour permettre aux personnes les plus fragiles de se chauffer, de manger chaud, de se doucher, ce qui a donné lieu à des situations un peu cocasses comme des inconnus qui se retrouvent à prendre des douches chez des inconnus, ce qui a peut-être donné naissance à des amitiés, voire plus. Mais ça concerne l'Île-de-France, ça concerne pas que Neuilly, ils sont en grève depuis un certain temps. La grève court jusqu'au 3 février. Il y a 1 millier de foyers qui sont privés de gaz et de chauffage. C'est quand même incroyable que le conflit dure et qu'il ne se passe strictement rien. Mais c'est surtout qu'il y a eu des augmentations de salaire et que
que tous les syndicats ont dit oui, sauf le plus jusqu'au boutiste. Non, mais ça remet toujours, le droit de grève, mais quand on voit que la SNCF et Air France sont en train de déposer des préavis de grève pour le week-end du 22, c'est-à-dire le week-end où les gens vont se retrouver, vont voir leur famille, il y a un pouvoir de nuisance qui est assez intolérable quand même. C'est un pouvoir de nuisance en effet, et en même temps, les grévistes savent très bien que bien sûr, c'est le sujet principal qui permet aux directions de bouger, et donc ils en usent et surtout ils en abusent. Et quand on voit des situations comme on a pu les voir à chaque fois lorsqu'il y avait des grèves à la SNCF et des gens qui se bousculent aux entrées des gares, qui se marchent dessus, et parfois il y a des blessés parce que ça crée des cohues tels que on est en situation difficile. Et puis en même temps, beaucoup, et c'est aussi la position du gouvernement, c'est de dire que ça fait 2 ans qu'une grande partie des Français n'ont pas pu fêter Noël ensemble, et donc ils disent aux salariés faites un effort. Les salariés répondent tout simplement oui, mais attendez, nous c'est pas un sujet intime et personnel, c'est un enjeu pour nos familles de pouvoir vivre. Donc le discours est en train de se radicaliser des deux côtés. Ça risque d'être extrêmement difficile et dur parce que en janvier vous allez avoir un certain nombre d'augmentations des coûts de la vie, et donc les syndicalistes vont vouloir monter au créneau encore plus. Là où je sais pas si vous l'avez forcément noté, Valérie, mais la présentation de la réforme des retraites qui devait être le 15 décembre a été décalé au 11 janvier. Et donc un climat social au mois de janvier qui va être extrêmement difficile. Je pense que les vacances de Noël, et si la France gagne dans quelques jours, ne suffira pas à apaiser les tensions. Non, Arnaud. Climat social et climat économique qui sera très compliqué, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que le coût de l'énergie est multiplié par 5 pour un certain nombre d'entreprises, notamment les boulangeries, dont on annonce pour certaines d'entre elles la disparition, mais pas seulement. Moi, je connais un commerçant dans le sud-ouest qui m'expliquait qu'il vend des fruits et légumes, qui a des frigos et qui a le coût d'électricité de son frigo qui a multiplié par 5, qui est passé de 15 000 à 70 70 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ne vont pas pouvoir suivre. Donc, alors le gouvernement répond qu'il y aura des aides. Il y aura la politique du chèque, elle ne peut pas durer pendant... Jusqu'à quand d'ailleurs? Je ne sais pas si vous avez vu, mais le ministre de l'Éducation nationale a dit que s'il faisait trop froid et qu'on était en incapacité de chauffer, on allait fermer les écoles et les mettre en distanciel. Juste à titre de comparaison, pendant le Covid, le ministre de l'Éducation nationale avait fermé les écoles uniquement pendant 14 jours en 2 ans. Donc là, c'est-à-dire que quand il y a le Covid, quand il y a des maladies, on le reste ouvert. En revanche, là, parce qu'on va avoir des difficultés de chauffage, parce que ça va être difficile, on va fermer plus. Ça va être incroyable. Non, 14 jours. Durant le confinement, non, durant la période de confinement, le premier 14 jours. C'est tout? C'est tout seulement? Oui, c'est le record mondial. Ah bon, tout à fait. Vous m'étonnez, je pensais que c'était beaucoup. Je pensais qu'on était resté 2 mois. Vu les témoignages de parents, on avait l'impression que ça avait duré 1 an. 9h07 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant, on va parler du foot de ce soir et puis d'Adrien Quatennens. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on dit du mal pendant les pubs. Pas que pendant les pubs d'ailleurs. Non, pas que pendant les pubs. Arnaud Benedetti, Alexis Poulain, Clément Tougeron et Lucas Jakubowicz. On continue notre tour de table. Arnaud Benedetti, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur pour un coup de gueule. Justement, non, c'est un coup de cœur pour un coup de gueule. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté énergétique qui a été mise en place. Et ils ont auditionné de nombreux responsables, bien évidemment, du secteur énergétique, des anciens présidents d'EDF. Il y a eu, je crois d'ailleurs, M. Gardonex hier qui a été auditionné. Mais là, c'était il y a 10 jours. L'ancien haut-commissaire au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, Yves Bréchier, qui est un physicien, membre de l'Académie des sciences, dont on ne peut douter un seul instant des compétences, et qui a adressé un réquisitoire sans appel contre les errements de la politique énergétique française depuis une dizaine d'années, mettant d'ailleurs pratiquement l'ensemble des dirigeants de ces 10 dernières années dans le même sac, y compris M. Macron, bien évidemment. Il a rappelé plusieurs choses. Il a rappelé d'abord que on a arrêté en 2018 ou en 2019 un programme de recherche, le programme Astrid, qui est un programme qui était conduit et développé mené par le CEA et qui a pour objectif de réfléchir à la nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Donc il s'agit là aussi quand même d'un défaut, j'allais dire, de stratégie qui est quand même à mettre malheureusement au mauvais crédit du gouvernement et de M. Macron.
Et il a rappelé bien évidemment que non seulement les choix qui avaient été faits, que l'on connaît, étaient des choix totalement aberrants concernant le nucléaire, mais surtout que le fonctionnement même, si vous voulez, de la gouvernance du nucléaire n'opérait plus du tout. C'est-à-dire que il est à la tête d'une structure, le Haut Commissariat, le Commissariat à l'énergie atomique, qui doit se réunir régulièrement, sous l'autorité du Premier ministre. Ça fait près de 2 ans que le comité à l'énergie atomique ne s'est pas réuni. Et bon, il a pointé également, ce qui est très intéressant, l'absence de culture scientifique des conseillers techniques qui sont chargés de gérer le dossier au sein des cabinets ministériels, leur arrogance également. Donc, si vous voulez, on est là avec un exemple de dysfonctionnement absolu de la façon dont l'État a géré ce secteur, un secteur qui, quand même, faut-il le rappeler, où la France avait une indépendance énergétique qu'elle avait acquise grâce au plan Mesmer mis en place dans les années 60, et que pour des raisons, il l'a dit clairement, il a dit pour des raisons uniquement politiques pour des raisons de clientélisme et de court-termisme, on se retrouve dans une situation dans laquelle la France n'aurait jamais dû se retrouver. Donc voilà, je trouvais que c'était extrêmement intéressant d'écouter cette audition. Vous pouvez la retrouver sur le site évidemment de l'Assemblée ou du Sénat, également sur le site de la Revue politique et parlementaire. J'en profite pour faire de la publicité parce que on a beaucoup repris. Le problème, c'est que ça imprime pas. Enfin, je veux dire, non, ça imprime pas. Enfin, ça imprime quand même progressivement parce qu'on sait quand même qu'on est dans une situation énergétique un peu compliquée. Mais c'est un peu tard. Le retard pris dans la recherche, il se rattrapera pas. Là, les États-Unis, par contre, eux, ont fait un bond en avance sur l'énergie atomique. Nous, voilà, on a tout abandonné sur la fusion, bien sûr. C'est proprement scandaleux. Une réaction ? Oui, moi, il y a un point très intéressant qui a retenu mon attention dans l'intervention d'Arnaud, c'est le manque de culture scientifique de nos dirigeants. À mon avis, c'est le drame principal de la France. Ce qui se passe, c'est que d'abord, et beaucoup de rapports le montrent, le niveau des Français en maths devient de plus en plus mauvais. Et les rares bons scientifiques qu'on a n'ont pas forcément envie de s'engager en politique, parce que c'est un métier ingrat. D'un autre côté, les gens qui s'engagent en politique, et on le voit dans les cabinets, dans les états-majors des partis, sont essentiellement diplômés de sciences sociales, ont aucune culture scientifique, ont une vision parfois très idéologue, mais à gauche, au centre, à droite, partout. Et donc effectivement, quand on doit travailler avec des experts, avec des scientifiques qui nous donnent des chiffres, qui nous donnent des graphiques, et qu'on n'est pas capable de distinguer une abscisse d'une ordonnée, ou qu'on confond une cause, une causalité, effectivement, on ne peut pas diriger des politiques publiques efficaces, et là, on commence à en payer le prix. Oui, absolument. On fait quoi ? On va passer, parce que ça va être notre prochain sujet, peut-être un petit coup de cœur pour Delphine Ernotte. Alexis Poulain, c'est de ça qu'on parlait pendant la pub. La présidente de France Télévisions qui a décidé d'offrir des doudounes sans manches. Sans manches, parce que les manches, ça devait coûter trop cher aux salariés de France Télévisions. Qui se gèlent, les salariés qui quand même ont poussé une gueulante en disant qu'il faisait quand même un peu moins de 19 degrés, donc quand même très froid pour travailler dans les locaux de France Télé. Avec notre argent. Voilà, et donc cadeau, doudoune avec le logo France Télé. Voilà, super. Cadeau, super. Voilà, c'est madame. Et en Outre-mer, ils vont leur offrir des chemises en jean. Absolument. Pour pas qu'il y ait des c'est vrai. Voilà. Et après ça, on dira que le service public manque d'argent. Et ben, on va jouer déjà. C'est le grand sapin de Noël de Sud Radio avec des centaines de cadeaux à gagner jusqu'au 25 décembre, tous les jours, toute la journée. Vous avez ce rendez-vous avec nous, 0826 300 300. Nous vous attendons pour gagner un des magnifiques cadeaux que Sud Radio vous offre. Il y a des moments de bien-être dans les instituts Maricor. Il y a un séjour magnifique au parc du Futuroscore, une montre on a fait gagner une montre hier, des enceintes connectées offertes par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Bref, on a une hotte très très remplie. Appelez-nous et nous prendrons le 8e appel aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 9h-10h, Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Qui parle en espagnol 100%. On continue à dire du mal pendant la pub. Allez, on continue à débattre. Ah ben justement, Clément Tougereau, c'est vous qui étiez en train de parler. Comme disait Bernard Rapp, vous avez la langue levée, continuez. Alors vous, c'était un coup de cœur ou un coup de gueule ? C'est plutôt un coup de gueule et en même temps, je vais pouvoir, pour les téléspectateurs, pour nos auditeurs plutôt, faire un petit récap
pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité d'hier, et c'est à propos des violences conjugales quand on est un député. Si vous vous rappelez, eh bien, en septembre dernier, le 18 et 24 septembre dernier, la femme d'Adrien Quatennens avait déposé 2 mains courantes contre le député, une pour violence conjugale, puis la deuxième pour harcèlement par SMS. C'est pour ça que hier, il a été jugé puis condamné pour une comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité le mardi 13 décembre sur des violences sur son ex-compagne. Il avait reconnu avoir giflé son ex-compagne et il a été condamné à 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4 mois de prison avec sursis. En réaction à cela, la France Insoumise l'a suspendu lui aussi de 4 mois à la France Insoumise et l'a obligé à faire des stages auprès d'associations féministes pour qu'il se remette dans le droit chemin. Mais face à ça, il répond « Écoutez, moi maintenant, j'ai suffisamment payé, je ne démissionnerai pas. » C'était hier chez vos confrères de La Voix du Nord. Là où il a raison, c'est que en tant que citoyen, c'est un citoyen comme les autres, il n'y a que la justice qui peut le juger. Et en même temps, comme la France Insoumise, sa ligne de défense pendant des années, c'était de dire « Je suis progressiste, je suis féministe parce que je suis irréprochable sur ces sujets », eh bien, ils sont bien emmerdés parce que ils attaquaient les autres en disant qu'est-ce que vous faites vous ? Oui, mais les autres, par exemple Damien Abad, on peut penser sur La République en marche, il dit je suis innocent et donc à lui ça se met la présomption d'innocence. Alors l'affaire n'est pas terminée parce que il est suspendu, mais en même temps en interne, par exemple Sandrine Rousseau dit il doit démissionner. Il a été condamné, il doit démissionner. Et puis plus encore, la femme d'Adrien Quatennens a déclaré le 23 novembre dernier à l'AFP qu'elle avait subi depuis plusieurs années des violences psychologiques et physiques à répétition en évoquant des colères et des crises. Alors la vraie question, c'est de se demander si est-ce qu'on peut être député avec un casier judiciaire vierge condamné avec un casier judiciaire. Avec un casier judiciaire, c'est là le vrai sujet. Et il vaudrait mieux que les députés débattent de ça plutôt qu'on ait un ensemble de ping-pong médiatique sur le sujet qui ne fait pas vraiment avancer le sujet. Mais on a le droit d'être député avec un casier judiciaire ? Oui, il y en a eu plein. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire Quatennens ? La condamnation. Non, mais si vous voulez, il y a un problème déjà. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous afficher comme le défenseur le plus intransigeant de la cause des femmes et puis finalement avoir un comportement collectif, puisqu'il s'agit du groupe LFI qui donne le sentiment que quand il s'agit des siens, là, on prend un certain nombre de distances par rapport à nos propres principes. Ça, tout le monde le remarque et c'est un vrai problème aujourd'hui pour la France Insoumise en termes d'affichage et c'est un vrai problème aussi à l'intérieur de la NUPES parce que les petits amis de la France Insoumise que sont les Verts et le Parti Socialiste ne manque pas, en effet, de mettre en avant cette contradiction. Donc ça va créer quand même des problèmes, je pense, sur la distance dans leurs relations internes. Et ça crée aussi des problèmes à l'intérieur de LFI aussi, parce que je pense qu'à LFI, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout favorables à cette indulgence dont bénéficierait ou dont bénéficie Monsieur Quatennens. Après, moi, si vous voulez, je veux dire, la question que ça pose sur le fond, est-ce qu'il est, disons, dans une repentance authentique par rapport à un geste qui est inacceptable ? Évidemment, plusieurs gestes manifestement inacceptables. Ça, c'est une vraie question. Et est-ce que finalement on doit payer, je vais dire, pendant des années et des années et des années, des fautes que l'on a pu commettre ? C'est la question de la rédemption, vieille question chrétienne en l'occurrence. Est-ce que sur le plan politique, je veux dire, à un moment donné, on doit, je veux dire, considérer que celui qui a fauté doit totalement disparaître de la vie publique, parce que c'est ça la question qui est posée, ou pas. Bon, moi personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question. J'ai du mal à trancher aujourd'hui à ce stade. Le problème, c'est que cette thématique de la violence faite aux femmes, c'est une pierre angulaire de programmation de la France Insoumise. Et c'est là où ça pose le problème. C'est que après ça, quelle est la crédibilité du mouvement ? Et on voit bien qu'il y a un malaise énorme au sein des militants. Le Discord insoumis, qui était géré par de jeunes militants insoumis, a annoncé qu'ils arrêtaient leurs activités pour une durée indéterminée parce qu'ils n'acceptaient pas cette décision de la direction, justement. Derrière, ça fait un mal terrible. Et je pense qu'il y aura une scission d'une partie des militants qui vont quitter la France Insoumise suite à cette affaire Quatennens. Pour la NUPES,
On voit déjà que tout le monde regarde les européennes en disant bon, on y va chacun de notre côté et puis on verra bien comment on s'en sort. On a une nouvelle patronne de ELV qui, là aussi, son discours d'investiture est clair. La NUPES, c'est bien, mais on a autre chose à faire. Et puis, on verra avec le PS. Et cette affaire-là fragilise encore davantage la France Insoumise au sein de cette alliance de gauche. Et puis, alignement des planètes. Il y a eu en plus ce week-end la France Insoumise qui a choisi de se doter d'une sorte d'organigramme de parti. Oui. Qui là encore a fait beaucoup de déçus, Clémentine Autain ça a été un peu et François imposé, Ruffin notamment, oui, complètement imposé d'ailleurs, aucune démocratie interne. Et là, ça a été pointé du doigt par. La question du mode de fonctionnement de la France Insoumise. Mais c'est toute la question, voilà. Est-ce que du coup, après ça, après Jean-Luc Mélenchon, c'est le déluge, et donc il va laisser la France Insoumise ne rien faire finalement, alors qu'il avait dit faites mieux. Et d'ailleurs, c'est Raquel Garrido qui a lancé un appel en disant faisons quelque chose. Et cette affaire Quatennens, elle va au-delà du drame personnel de la violence intrafamiliale et de la repentance et de la justice. Elle est, je pense, une pierre angulaire dans l'histoire de ce mouvement qui peut amener à une décision. Il y a une très bonne interview, je le signale, dans le Figaro de Georges Kuzmanovic, qui a quitté lui aussi la France Insoumise il y a quelques années et qui explique bien quel est aujourd'hui le mode de fonctionnement de la France Insoumise. C'est hier, je crois que j'ai vu, hier dans le Figaro Vox. Lucas Jakubowicz. Oui, c'était une réponse à la fois Arnaud, à la fois Alexis. En fait, sur le plan juridique, c'est difficile d'avoir un avis. Sur la question philosophique de la rédemption aussi. Au niveau politique, moi je pense sincèrement que cette affaire Quatennens, c'est une rupture dans l'histoire de LFI. Pourquoi ? Parce que le parti a toujours été extrêmement caporalisé. On nous dit que c'est un mouvement gazeux, horizontal, etc. Et en fait, il y a toujours le culte du chef. Jean-Luc Mélenchon, avec sa garde rapprochée qui fait des changements de ligne directrice. On est passé de l'universalisme au communautarisme, du pro-européen à l'anti-européen. Il y a eu plusieurs ajustements comme ça depuis 2017. À chaque fois qu'il y a eu des mécontents, notamment Georges Kuzmanovic, on sanctionne, la personne part, on fait corps derrière le chef, on continue à avancer. Ça s'est passé aussi avec Thomas Guénolé, on lui a inventé des histoires de harcèlement sexuel qui étaient totalement infondées. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a des gens qui, au sein de LFI, se disent « là, ça va trop loin, on ne peut pas suivre Jean-Luc Mélenchon et ses proches », notamment Bompard, sur la ligne de défense à tout crin d'Adrien Quatennens. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la réponse de Mélenchon. Il aurait pu dire « j'en prends acte, on va faire plus de pluralisme dans le mouvement, etc. » Qu'est-ce qui se passe ? Il bombarde Bompard, donc son proche, à la tête du parti, et il continue à exfiltrer les gens qui demandent plus de démocratie interne. Et juste pour le plan électoral, Alexis, que vous évoquiez, en fait, il y a un malentendu. Il y a un gros malentendu sur LFI, et les sondages sortis des urnes le montrent. En fait, LFI, c'est pas un mouvement féministe en réalité. Quand on regarde les résultats sortis des urnes, c'est un électorat qui est plutôt masculin. C'est vrai. L'électorat de Zemmour en 2022 était plutôt masculin, celui de Mélenchon était plutôt masculin, celui de Macron et de Le Pen était plutôt féminin. Donc, de manière très, on va dire, je sais pas, très cynique, c'est pas grave finalement pour LFI de perdre les voix, on va dire, des femmes urbaines, etc., qui iront plutôt à ELV, qui est sous la coupe de LFI. Mais là, ils ont un sparadrap quand même compliqué à... Surtout que politiquement, vous avez d'autres formations politiques qui ont su, d'une certaine manière, gérer ce type de situation. On parle du Rassemblement National, mais le Rassemblement National, récemment, a eu un cas similaire avec un député européen qui a été condamné pour des violences conjugales. Le Rassemblement National a pris tout de suite, ça il faut le reconnaître, les mesures qui s'imposaient, c'est-à-dire qu'ils ont sorti ce député du groupe... Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire avec Adrien Quatennens ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il se représente devant les électeurs ? De toute façon, oui, ça arrivera après. C'est aux électeurs de sanctionner la réalité. Et donc, sauf que les prochaines élections de députés, elles sont dans... Mais lui, il pourrait il pourrait démissionner puis se représenter. En effet, c'est une bonne idée pour valider. On l'a par exemple sur Damien Abad. Damien Abad, alors que il était lourdement attaqué dans la presse, les électeurs l'ont réélu. Voilà, après ça pose une question personnelle. Personnellement, je suis pas certain que ça soit le meilleur des choix, mais il est élu démocratiquement, il a le droit de siéger et qu'il siège. À LFI aussi, il y a un biais sociologique qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une vieille garde qui vient du parti de gauche, qui vient du trotskisme, qui vient de la gauche syndicale, qui est un milieu qui est en vrai extrêmement macho. Il n'y a pas de place aux femmes dans ces milieux.
Et depuis 2017, maintenant qu'ils ont pris un tournant un peu plus gauche sociétale, il y a toute une génération, avec beaucoup de femmes d'ailleurs, qui sont diplômées de Sciences Po, qui sont diplômées de sciences sociales, qui sont très ouvertes à ces questions sociétales. Effectivement, en interne, ça doit faire un clash. Oui, et puis ils ont un mode de fonctionnement. Mélenchon venant lui-même de l'OCI, ce qui explique bien d'ailleurs Georges Kuzlamovic, c'est que venant de l'OCI, vous savez, Lambert, il avait une position qui est très claire. Quand on n'était pas d'accord avec lui, on sanctionnait, on dégageait. Et Mélenchon, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand on n'est pas d'accord avec lui, il faut le dégager, il faut sanctionner tout de suite. Et on sent bien dans ses interviews, par exemple, quand on parle de la cellule VSS, lui, il appelle ça le bidule ou le machin. Et il le prend pas comme un outil pour aider les femmes qui sont victimes de VSS, mais comme un outil pour protéger les amis, exemple Coquerel, pour écarter les inoportuns. Par exemple, t'as Bouafs ou par exemple, on en parlait tout à l'heure, Thomas Guénolé. J'avais oublié. C'est une accumulation en fait. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Non, mais parce qu'on parle du cas Quatennens, mais quand on a la liste là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de cas. Alors il y a une affaire dans l'affaire puisque Gérald Darmanin a décidé de porter plainte pour diffamation, puisque hier Adrien Quatennens l'a accusé le ministre de l'Intérieur d'avoir organisé la fuite autour de la main courante. Donc Gérald Darmanin dit que c'est... alors il a dit très exactement, ça a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur selon plusieurs sources concordantes. Donc ce matin, Gérald Darmanin a dit s'il a des preuves qu'il les donne et moi je porte plainte. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des infos qui sortent dans la justice, dans la presse. Après voilà, on peut s'en désoler et se dire... À partir du moment où il y a une procédure, on doit respecter le secret de cette procédure, et c'est pas parce que il est député que tout le secret d'instruction est devenu avec les paillasson. Bien sûr, il a raison. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ça n'est pas normal. Après, est-ce que le ministre de l'Intérieur a réellement demandé à ce que tout ce qui se passait dans cette procédure soit mis dans la presse? Ça, c'est vrai que c'est un petit peu curieux, mais c'est une ligne de défense d'Adrien Quatennens. Il sera ce soir l'invité de BFM TV à 18h. Alors tout le monde se rassemble dans les bars pour le regarder. On a tous hâte juste avant le match. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau juste avant le match. Il y a une constante en fait. Il y a une constante dans les. La société du spectacle. C'est la première partie. C'est ça. C'est la première partie du spectacle. Il est chauffeur de salle. Oh là là. Non, juste pour dire qu'il y a une constante dans toutes les affaires politico-médiatiques comme celle d'Adrien Quatennens, c'est que les gens qui balancent viennent toujours de son camp. À mon avis, c'est pas Darmanin qui a fait fuiter. C'est des adversaires internes à LFI, à la NUPS, comme l'affaire Bayou, on sait que ça vient de Sandrine Rousseau, comme l'affaire Fillon, on sait que ça vient de son camp. C'est toujours comme ça. Ouais, et puis les fuites, elles sont quotidiennes dans les affaires de justice. Et puis la défense qui consiste à dire oui, c'est Darmanin qui a fait fuiter, il a quand même frappé sa femme, il l'a reconnu. Oui. Donc que ça ait fuité ou pas, le fait est là et les conséquences sont là. Sa femme s'exprime elle-même dans les médias. Elle a fait un communiqué de presse à l'AFP pour dire qu'elle ne supportait pas entendre Adrien Quatennens dire qu'il l'avait frappé qu'une seule fois. Et elle a rappelé que c'était à répétition psychologique et physique et que ça va peut-être aller encore plus loin. Donc finalement, cette première condamnation est peut-être le début de beaucoup plus. Et la France Insoumise, en mettant un sparadrap, en se disant on l'exclut que 4 mois, dans 4 mois tout sera réglé, ça sera un super monde, il pourra revenir avec nous. Je ne sais pas si c'est la meilleure des stratégies. Pas certaine non plus. Allez, petite pause. On va parler du match de ce soir, un petit peu quand même. À tout de suite. Bougez plus. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio en direct et nous avons notre gagnante au grand jeu Sud Radio, au grand sapin de Noël. Bonjour Séverine. Bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Perpignan. C'est bien cela. C'est bien cela, vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio puisque vous nous avez appelé pour découvrir ce qu'il y a au pied du sapin et nous allons tout de suite ouvrir ce cadeau. Génial. Alors, j'espère que vous êtes fan de rugby ou qu'il y en a dans votre entourage parce que Perpignan. Perpignan. C'est un livre exceptionnel, Gueule de rugby. C'est le 3e volet de la quadrilogie avec en couverture Sébastien Chabal. 400 pages, 4 kilos. Vous vous rendez compte, 4 kilos de rugby. On va faire un neveu. Voilà. À qui vous allez l'offrir ? À mon neveu. À votre neveu. Écoutez. À mon neveu, qui joue au rugby et qui est fan de l'USAP. Donc voilà. Voilà, c'est en tirage limité.
actualité. Donc il y en a très très peu et vous avez de la chance d'avoir cette anthologie. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le rugby. Donc voilà, on est très heureux à Sud Radio de vous offrir ce cadeau. Un grand merci et continuez comme ça. Merci vous aussi, Séverine. Passez de très bonnes fêtes. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. On revient à nos débats sans transition, comme dirait l'autre. C'est peut-être une petite transition parce qu'il y a un auditeur qui m'a dit vous êtes caricatural sur la raclette parce qu'il existe des tranches végétales de raclette. Mais alors. Quand on est vegan, a priori, c'est parce qu'on veut manger un peu plus équilibré. Alors je regarde la composition: eau, huile de coco, amidon modifié, fécule de pommes de terre, maltodextrine, acidifiant, colorant, carotène, extrait d'huile. Enfin, ça me paraît pas. Ça donne envie. Ouais, ça me paraît pas. Je préfère manger autre chose que de la raclette si c'est pour manger un substitut de raclette bourré de produits chimiques. Ce soir, France-Maroc, que nous dit ce match? On en a un petit peu débattu avec vous, Lucas, ce matin, parce que j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas, les médias nous organisent une grande fête de la fraternité. Tout le monde est à la fois pour la France, pour le Maroc. Et vous me disiez non, j'ai pas perçu ça. Non, j'ai pas perçu ça. J'ai l'impression que les médias et la classe politique, notamment bien à droite et bien à gauche, utilisent ce match pour instrumentaliser leurs agendas. Donc on voit beaucoup de comptes Twitter, surtout pro-Zemmour, qui utilisent un peu la bataille de Poitiers, la lutte contre l'invasion musulmane, qui font des blagues sur des blagues. Oui. Non, mais parfois des blagues, mais pas vrai, qui sont sérieux, qui parlent du francocide, de grands remplacements sur fond de ce match. Puis à l'opposé, on a pas mal de journalistes et d'hommes politiques de gauche qui bizarrement la font plus marocains que les Marocains. On avait Aurélien Taché, le député Europe Écologie Inch'Allah, le Maroc qui l'a gagné. Un autre député ELV, Benjamin Lucas, qui pose avec des Marocains à Trappes. Il avait dit qu'il fallait pas politiser le foot. Le plus rigolo, c'était les journalistes de Brut qui se montrent en scène en train de supporter le Maroc, etc. Donc il y a pas mal de gens qui disent mais c'est bizarre. Vous êtes français, blanc, vous appelez Célestin et Auguste, d'où vous prenez pour des Marocains. Et la défense était encore plus maladroite d'ailleurs, c'était de dire non mais en fait c'est parce qu'on est la rédaction de Brut Afrique. Alors ça veut dire que la rédaction de Brut Afrique n'a aucun Africain dedans, ce qui leur empêche pas de donner des leçons de tolérance. Mais donc voilà, il y a un peu tous ces trucs que je trouve risibles, mais je pense vraiment que la majorité de la population, pour le coup, joue plutôt la carte du rassemblement. Clément, tout le monde. C'est ça. Samedi dernier, on a beaucoup entendu parler le dimanche des rassemblements, des émeutes entre guillemets, des affrontements, etc. Quand on regarde les chiffres, ils sont assez faibles. Il y a eu très peu d'interpellations, très peu de casses. Après, le symbole peut paraître violent dans le sens où beaucoup ont dit il y a eu la victoire de la France et pourtant on ne voyait que des drapeaux marocains sur les Champs-Élysées. Je comprends que ça puisse étonner certaines personnes. Ça reste du foot. Les événements se sont bien déroulés samedi. Après, là, le ministre de l'Intérieur a annoncé un fort dispositif. 12 000 policiers. Exactement, 5 000 à Paris. On espère qu'il n'y aura pas de débordement, quel que soit le gagnant, et j'espère que ce sera la France. Mais en effet, ça risque d'être à la fois un moment de sport et en même temps, à la suite, un moment tendu. Mais focalisons-nous sur le foot, je pense, plutôt que de parler uniquement des potentiels débordements, pour que pendant le match, on dise il y a des débordements et qu'après, pendant 3 jours, on dise il y a eu des débordements. Voilà. Alexis ? Oui, le sujet c'est la Coupe du Monde, la demi-finale et la France qui peut aller en finale quand même. Donc ça reste du foot et c'est vrai que le foot est un sport politique. On dit politisez pas, mais quand même si beaucoup et très utilisé par les politiques. Et d'ailleurs Emmanuel Macron va aller se rendre à ce match. Donc est-ce qu'il aurait dû? Alors on a beaucoup débattu. Il aurait pas dû. Mais depuis l'affaire du Parlement européen, qui est quand même gravissime. Cette affaire de corruption. Alors ce matin la députée européenne se défend en disant qu'elle ne savait pas qu'il y avait 160 000 euros chez elle. Voilà, vous avez vu les billets sûrement sur les réseaux. 600 000. 600 000, oui, 600 000. J'ai dit. 1,5 million. Pardon 1,5 million d'euros ont été saisis. Elle dit c'est pas moi, c'est mon copain italien. C'est pas moi, je sais pas d'où vient l'argent. Voilà. Elle est aujourd'hui jugée en Belgique par 3 juges et un des juges qui s'appelle le shérif là-bas parce qu'il est expert de ces sujets-là. Donc elle est jugée. Il y a 10 bureaux à
nous apprenait Politico, qui ont été scellés au Parlement pour des sujets-là. On apprend aussi que 260 000 € de cadeaux ont été offerts aux parlementaires britanniques. Et Mediapart, il y a quelques minutes, publiait que potentiellement il y avait des soupçons de corruption de la part du Maroc sur les députés européens. En tout cas, le Parlement européen est là sur un sujet extrêmement important de corruption. La présidente du Parlement disait le Parlement est attaqué et la démocratie est attaquée. Ça risque en effet de faire des gros dégâts si on apprend vraiment que c'est un très large fléau. En fin de s'étonner, c'est quand même aussi un petit peu ça, partie émergée de l'iceberg. Vous avez le lobbying propre et puis il y a le lobbying sale à coup de billets, quoi. Et Bruxelles, c'est quand même un haut lieu du lobbying. Et voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait des pratiques comme celle-ci. Alors il y a pourtant déjà des comités de transparence, notamment sur le registre du lobbying qui est un modèle au Parlement européen, mais visiblement ça suffit pas et je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, malheureusement, cette affaire de billets qataris à Bruxelles. Sauf que là c'est pas du lobbying, c'est de la corruption. C'est de la corruption, c'est ça. À partir du moment parce que le lobbying est et tout à fait ce que dit Alexis est complètement vrai, c'est-à-dire que c'est totalement réglementé à Bruxelles depuis tout le temps d'ailleurs, depuis près de 40 ans. Vous allez dans les commissions à Bruxelles, vous avez un espace qui est réservé aux représentants des groupes d'intérêt. Vous avez une façon de détourner le lobbying. Mais là, en l'occurrence, on est dans un autre registre encore, c'est-à-dire on a un État qui use d'un certain nombre de moyens qui sont des moyens illégaux pour corrompre des parlementaires qui vont tenir des discours favorables au régime du Qatar. C'est ce qui aujourd'hui apparaît clairement dans cette affaire. Donc c'est un vrai sujet. Et à mon avis, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que, en plus, dans ce genre d'affaires, on sait, par expérience, c'est que vous tirez un fil, le fil devient de plus en plus épais au fur et à mesure. Donc on risque d'avoir de nouvelles révélations dans les semaines et dans les mois qui viennent au sujet de cette affaire. Ce qui, quand même, objectivement, dans un contexte européen où beaucoup d'opinions publiques sont très sceptiques sur le fonctionnement des institutions européennes, ne va pas arranger, c'est le moins qu'on puisse dire, l'image non seulement du Parlement européen, mais de l'ensemble des institutions européennes, parce que ça, c'est un coup quand même très dur pour les institutions européennes, qui a quand même tendance à donner des leçons de morale un peu à l'ensemble des États membres. Là, en l'occurrence, c'est un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué à gérer en termes de... D'autant plus, il semblerait que tous les groupes parlementaires européens sont touchés, aussi bien à gauche qu'à droite, qu'au centre. Dans les bureaux scellés, je crois, il y a tous les groupes parlementaire. Je n'ai pas le détail, mais vous avez raison, ça touche en tout cas les socialistes, puisque la vice-présidente, l'ex-vice-présidente, puisqu'elle a été relevée de ses fonctions hier, a été bien touchée. Il y a des collaborateurs parlementaires de droite et d'extrême droite qui sont concernés, parce qu'il n'y a pas que les députés, mais il y a aussi les collaborateurs parlementaires et collaboratrices parlementaires qui sont accusés. Il y a au total une dizaine de personnes qui sont... Mais quand on reprend le discours des uns et des autres, parce que la corruption, elle n'est pas toujours facile à prouver, mais je crois que c'est Quotidien qui a montré un extrait d'un parlementaire qui n'avait pas de mots assez durs contre le Qatar et qui, 6 mois après, dit c'est un pays formidable, où il y a beaucoup de progrès. Je m'étonne qu'on ne remette pas sur la table les Qatar Papers qui avaient été sortis par Blast il y a de ça 1 an quasiment, qui montraient déjà la manœuvre du régime qatari pour la guerre en Libye, notamment auprès de BHL ou de l'entourage de Nicolas Sarkozy. Donc c'est pas nouveau. Il y a eu les biens mal acquis aussi de la famille Bongo. Enfin il y a une pratique de corruption qui est les rétrocommissions. On se rappelle les frégates de Taïwan. Enfin tout ça n'est pas nouveau. Et malgré les autorités de contrôle et de transparence, ça continue allègrement. Ça continue. Ce soir, vous pourrez suivre le match évidemment sur Sud Radio. Benjamin Glaise, Rémi Dos Santos seront là pour ceux qui sont en voiture, qui n'ont pas la télévision et puis qui apprécient les commentaires de Sud Radio. Un pronostic les uns et les autres Ne le risquerai pas. Non, plutôt pronostic. Allez, sur le papier, c'est plutôt la France. Allez, un partout, penalty, victoire du Maroc. Pourquoi pas? Il est fou ce Alexis Poulain. Lucas? Match fermé, 1-0 pour la France.
Ah. Clément. Je m'y risquerais pas pareil. Oui, mais vous avez dit que la victoire France... de la France, mais sur le papier, mais après sur un match. Eh ben, on verra ce soir. Donc, et l'Argentine a gagné hier. Et l'Argentine a gagné absolument 3-0 et avec un Messi, si la France se retrouve en finale, qui va être bel et bien un problème pour l'équipe de France. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Déjà, voilà. On peut dire qu'on est gâtés, en tout cas pour nous les trentenaires, sur les 7 dernières Coupes du Monde. On a 4 fois la France en demi-finale, ce qui est du jamais vu. Avec du beau jeu, effectivement, tout est jouable, nous dit Stéphane, ils sont tous chauffés à blanc. Oui, on a entendu l'énergie des Marocains qui seront très nombreux ce soir dans les tribunes du stade. Allez, à tout de suite, je reçois une légende, Jean-Jacques Debout, qui publie un livre formidable que je vous encourage à lire. Ce type a eu une vie de dingue et on va en parler avec lui dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai.